Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce point de l'actualité. Affaire Joël Harivo et co-accusé. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme rejette sa demande de remise en liberté provisoire et renvoie le dossier en instruction. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement était face à la presse ce mercredi. Wilfried Léon Moumbédi a abordé plusieurs questions d'actualité. On fait le point dans ce journal. Et puis, en Tunisie, les petites communes déploient tous leurs efforts dans la lutte contre la COVID-19 sans attendre l'aide du gouvernement. Bienvenue à toutes et à tous. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a rejeté ce matin la demande de remise en liberté provisoire de l'opposant Joël Harivo. La juridiction spéciale s'est également déclarée incompétente à connaître de l'affaire et a renvoyé le dossier en instruction devant la juge des libertés et des détentions. Vous aurez plus de détails sur ce dossier dans nos prochaines éditions. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement était face à la presse ce mercredi. Il s'agit pour Wilfried Léon Moumbédi de répondre aux préoccupations des journalistes sur les questions d'actualité. Clémence Tonoukouen et Fiak Voitan. Quelques points clés du discours du chef de l'État à l'occasion de la fête du 1er août ont été passés au peigne fin à l'occasion de cet exercice de questions-réponses auquel s'est prêté le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Au sujet de la volonté du président Patrice Talon de décentraliser les communes, Wilfried Léon Moumbédi a apporté des explications en ces termes. Les 5 dernières années où on peut l'observer, les grandes infrastructures, les grands travaux entrepris dans nos communes sont le fait de l'État central. C'est vrai que ça fait partie de ses responsabilités, mais ce serait encore plus agréable si nos communes, parce que bien gérées, parce que suffisamment outillées sur la problématique du développement, et donc adressant les bonnes questions, les bonnes solutions qu'il faut, si ces communes étaient davantage outillées et disposaient de moyens suffisants pour prendre en charge le développement local. Certes, des efforts ont été faits. On sait qu'il y a eu des plans de développement communal. Mais la pratique au quotidien et au fil des années laisse encore à désirer. Voilà pourquoi l'ambition du gouvernement, c'est effectivement d'engager une réforme ambitieuse au plan de la gestion surtout, pour ne pas dire de la gouvernance de nos communes, au plan des moyens dont elles peuvent disposer afin de leur permettre à terme de devenir plus efficaces, plus pertinentes dans l'action au profit des populations et donc, in fine, d'offrir de meilleures conditions de vie à nos populations. L'autre préoccupation au menu des échanges était la libération des espaces publics en cours dans les communes d'Abomey-Calavi et Cotonou. Les confrères ont fustigé l'abus de certaines forces de l'ordre qui interdisent aux citoyens de stationner devant les boutiques pour faire des achats au motif que ce sont des instructions du chef de l'État. Voici ce qu'en dit le porte-parole du gouvernement. C'est déjà arrivé il y a quelques années avec un autre corps où on leur a demandé de corriger certaines pratiques et après avoir causé des désagréments aux populations, quand les populations se rapprochent d'elles, elles leur disent « c'est le gouvernement qui a demandé ça, c'est le chef de l'État qui a demandé ça ». Bon, ça ne fait pas responsable de leur part, c'est pas bon. Mais après, que dit le code de la route quant au stationnement ou quant aux arrêts? Chacun peut aller revisiter son code et voir s'il est en règle avec le code, dire au policier non, voilà ce qui est prévu dans le code, mais très respectueusement. Ou alors, le policier a une bonne raison, parce qu'il y a une opération en cours, comme vous dites, de demander de ne pas se stationner là. Pour autant, moi, je chercherai à saisir davantage de quoi il s'agit, et ce n'est que ça qui me permettrait peut-être de bien comprendre votre préoccupation et plus tard d'y apporter la meilleure réponse possible. En ce qui concerne les vacances des membres du gouvernement, le porte-parole a rassuré de ce que les dispositions sont prises pour assurer la gestion des dossiers urgents de l'État.
Le ministre d'État chargé du développement et son homologue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle ont lancé hier le document d'élaboration de la stratégie nationale de relance de l'enseignement secondaire général au Bénin. L'événement a eu pour cadre un hôtel de Cotonou. Suivez le compte rendu de Cano François Ombédé-Rintor et Jean-Baptiste Boko. L'une des priorités du gouvernement est l'amélioration des performances de l'éducation comme base de développement national. Sur cette base, le gouvernement, par le biais du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, s'est donné comme ambition de doter chacun de ces systèmes d'une stratégie de développement. C'est dans cette optique qu'il s'avère nécessaire de doter l'enseignement secondaire général d'une stratégie globale pour assurer un pilotage cohérent, efficace, rationnel, en cohérence avec les orientations du gouvernement. Cette stratégie ambitionne d'assurer le développement de l'enseignement secondaire général en harmonie avec les orientations du gouvernement. Ce document lancé vise plusieurs objectifs. Premièrement, fournir la main-d'œuvre qualifiée pour la mise en œuvre des projets et investissements structurants entrepris dans notre pays. Deuxièmement, tirer profit des opportunités d'emploi qui se dégagent de la matérialisation des projets et investissements. Troisièmement, garantir un ancrage dans la nouvelle structure économique. Et quatrièmement, enfin, assurer l'éclosion d'une économie du savoir dans l'intérêt aussi bien du pays que de la sous-région. D'autres réformes sont en cours dans l'enseignement secondaire général. Il s'agit de la réforme de l'éducation de base, la réforme du socle commun de compétences et de culture, la réforme de la vie scolaire, la réforme sur l'introduction de l'anglais et celle sur les alternatives éducatives. Rendons-nous maintenant dans les ateliers de formation en artisanat. Les apprentis au métier de l'artisanat sont confrontés à des difficultés au cours de leur formation, des difficultés qui constituent parfois un frein pour la poursuite de leur formation. Cano François Ombédé-Rintor et Jean-Baptiste Boko, à travers ce magazine, se sont intéressés aux difficultés que vivent ces derniers pour une bonne assimilation des notions d'apprentissage du métier de l'artisanat. La formation au métier de l'artisanat requiert un suivi professionnel d'excellence qu'est l'apprentissage. Au nombre des principes et conditions indispensables à l'apprentissage, le dévouement, la disponibilité et la courtoisie. Il y a d'autres apprentis qui sont dociles et respectueux, mais il y a d'autres vraiment, il faut avoir la patience avec eux. Et surtout le retard et le refus d'obtempérer aux injonctions du patron. Il y en a aussi qui comprennent très vite, il y en a aussi qui comprennent très lentement. Durant leur période de formation, les jeunes à la quête du savoir sont d'abord confrontés aux réalités de l'entreprise ou de la discipline et à celles liées au métier de l'artisanat. Un calvaire au quotidien à en croire les apprentis, mais ils maintiennent le cap. Comme c'est une passion, on se donne avec choix. Mon patron, en fait, il est gentil. Bon, papa, il est trop gentil pour qu'il y ait un truc des prises de bec et autres. J'appelle automatiquement le patron, je lui dis, c'est comme ça, aujourd'hui, j'ai bien voulu être là, mais pas faute de moyens, je ne sais pas plus. Donc, je lui demande de l'aide financièrement et puis il m'aide. J'ai pu m'adapter au rythme de l'atelier et je m'en sors un peu. C'est un peu difficile parce qu'avant, j'étais à la maison et je faisais tout à l'heure. Mais quand j'ai commencé ici, parfois on va à la maison à 19h, 19h30. Et quand mon mari revient, parfois il s'énerve parce que le manger n'est pas encore prêt, tout ça là. Mais il a aussi compris. En tant que femme mariée, je dois me comporter en tant que telle. Donc, même avec les amis là, je cause, mais notre causerie a des limites. Aussi, la non-définition d'un horaire de travail est-elle également perçue comme une difficulté pour ces apprentis, même si certains responsables s'emploient à y remédier? Il peut y avoir que l'enfant doit sortir à 19h et voilà qu'il y a un peu du boulot, donc tu es obligé de
de prolonger un peu l'aide de l'enfant, peut-être peut sortir à 20h en ce moment ou 20h30. Je prends mon téléphone, j'appelle les parents, dis ton enfant, il ne peut pas sortir à 19h peut-être, et ça serait à 20h. Ils n'aiment pas du tout que leurs enfants aillent au-delà de 19h. Donc ceux-là, à 18h30, je les libère, et les autres à 20h. À l'instar de toute situation d'apprentissage, les fautes lourdes ou insuffisances de la part des apprentis méritent diverses sanctions. Si tu essaies de les taper trop, ils risquent de quitter. Donc on essaie de les amadouer un peu avec quelques 2 coups de pamatoire pour qu'ils se fassent truc. Parce qu'il faut aussi les apprendre comment respecter les clients. Ensemble des mécanismes menant à l'acquisition de savoir-faire ou de connaissances, l'apprentissage exige beaucoup de sacrifices, de rigueur et d'application pour mieux assimiler les notions. En Côte d'Ivoire, 10 ans après la crise post-électorale qui a ensanglanté le pays, les retrouvailles entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara le 27 juillet dernier ont été pour le moins cordiales. Les deux hommes ont relevé le défi de la symbolique. Mais que peut-on y attendre et quelle lecture faire de cette rencontre? L'analyste politique Olivier Michel de Campos nous livre sa lecture. Comme le dit le principe en droit international, la guerre commence par une déclaration de guerre et se termine par la signature d'un accord, d'un traité de paix. Je me dis, ces acteurs politiques-là devraient quand même faire preuve de beaucoup plus de responsabilité et que les accolades, les embrassades, les poignées de main qu'on a vues vont véritablement se traduire dans les faits. Parce qu'au-delà de leur personnalité, il y a des Ivoiriens qui ont été touchés dans leur âme et dans leur chair et qui réclament la justice et qui réclament une vraie... Il ne peut pas y avoir de réconciliation sans une vraie justice. Alors, on a dit que la Cour pénale a acquitté Gbagbo, acquitté Charles Blé Goudé, mais ça veut dire que quelqu'un a quand même bien été à l'origine de tous ces morts. Il faut qu'on puisse d'abord établir les faits, situer les responsabilités avant que le processus de réconciliation véritablement ne puisse avoir une assise et pouvoir porter les fruits que l'on espère. Comme on le dit souvent dans un de nos adas, lorsque les éléphants se battent, c'est les zèbres qui en payent le prix. Alors, c'est une lecture que nous pouvons faire, mais moi, je voudrais quand même lancer un appel à ce peuple-là à plus de responsabilités. Déjà, un appel aux autorités, mais également au peuple ivoirien à plus de responsabilités. Parce que vous vous souvenez, l'élection présidentielle dernière a fait au moins encore 85 morts environ, selon les estimations qu'on nous a données. Pourquoi encore ces gens d'actes? À un niveau donné, il n'y a pas eu suffisamment de leçons qui ont été tirées des événements précédents. Donc il faut que le peuple également puisse savoir raison garder et prendre plus ses responsabilités et savoir que justement elle sera au finish, au bout du rouleau, la grande perdante si elle se livre ou si elle suit aveuglément les acteurs politiques. Dans certains pays, la population ne compte pas sur l'État, l'aide de l'État pour faire face à la pandémie du coronavirus. C'est le cas de la Tunisie. Dans le sud du pays, les petites communes ont déployé tous leurs efforts dans la lutte contre la Covid-19 sans attendre l'aide du gouvernement. Reportage. Comme chaque matin depuis le 13 juillet, Mohamed Ryan Hamzaoui passe en revue son armée de blouses blanches. Un point quotidien pour évaluer la situation dans ce gymnase municipal transformé en unité Covid. Face à la recrudescence des cas positifs, à la saturation des hôpitaux, au manque de moyens et à l'inaction du gouvernement, le jeune maire de la commune d'Ezara au sud de Tunis s'est lancé un défi, celui de sauver ses administrés de cette épidémie meurtrière. Nous sommes ici dans un gymnase dédié au basketball, le sport emblématique de notre ville. Aujourd'hui, au vu de la situation dans le pays, nous l'avons transformé en hôpital de campagne. Ici, nous ne sommes pas en marge de la crise sanitaire que traverse Tunis. Dans tout le pays, la situation est inquiétante. Des hôpitaux et des cliniques saturés, des patients à la recherche de concentrateurs d'oxygène. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester les bras croisés et qu'une solution devait être trouvée. Cette solution fut la transformation de cet espace. Nous avons aujourd'hui 20 lits équipés de tout le nécessaire à la prise en charge des patients. Les réseaux sociaux, Mohamed Ryan Hamzaoui en a fait son fer de lance, un moyen efficace pour
pour rassembler les forces vives de sa commune. J'ai publié une vidéo pour alerter de la situation que nous traversons afin que la solidarité s'organise pour sauver notre commune. En 7 jours, tout était bouclé. L'appel a été lancé lundi. Le samedi d'après, nous étions opérationnels. Tout le monde y a participé. Les hommes d'affaires, les commerçants, les artisans, les vendeurs de légumes, même nos citoyens au chômage. Tous ont voulu aider. Certains ont pu offrir des lits, d'autres du matériel médical et d'autres des concentrateurs d'oxygène pour que naisse cet endroit. Parmi ces âmes charitables, Manel, infirmière dans le privé, n'a pas hésité une seconde. Comme tous les autres bénévoles, c'est un devoir citoyen pour elle de venir en aide à son pays dans cette sombre période. Je suis infirmière et c'est mon travail. Je n'ai aucune raison d'avoir peur de prêter main forte, bien au contraire. C'est un devoir pour chacun d'aider son pays. Après, c'est vrai qu'il y a une différence entre travailler dans le privé et dans le public, où le manque de moyens est flagrant. En tant qu'infirmière, je peux faire des sacrifices, notamment sur mon équipement de protection. Mais lorsque vous manquez d'oxygène ou de médicaments pour sauver des vies, la différence est importante. Et cette précarité des hôpitaux publics, Amina en a fait les frais. À 70 ans, elle s'est décrite comme rescapée du service public. Après un passage de quelques jours à l'hôpital public de Benarous, elle a été accueillie ici, où sa santé s'est rapidement améliorée. J'ai passé 10 jours à l'hôpital et j'ai failli mourir. La situation là-bas était catastrophique. J'ai été jetée dans un couloir. Là-bas, si vous avez des relations, on vous traite autrement. Sinon, vous n'avez que Dieu. J'ai passé 10 jours sur une chaise. C'est alors qu'on a contacté le maire de cette commune. Il a dit « Ramenez-la et ses soins seront couverts, que Dieu le bénisse ». Ça fait maintenant presque 10 jours que je suis ici. Je suis arrivée dans une situation critique et aujourd'hui je vais beaucoup mieux. Le succès de cette opération n'a pas été sans embûches. Alors que tout était opérationnel, le maire s'est heurté à la lenteur de l'administration tunisienne. Prétextant un problème de procédure, le ministère de la Santé n'a finalement permis à Mohamed Raya Namzaoui d'ouvrir son unité qu'après des jours d'attente. Aujourd'hui, face à la réussite de son projet, il souhaite aller plus loin, à savoir la vaccination massive et rapide de sa population. On m'a dit qu'il y avait des procédures à respecter. Nous avions respecté ces procédures. Nous ne souhaitions pas enfreindre la loi, mais nous observions la situation sous un autre angle. La situation était grave et nous n'avions pas de temps à perdre. Tout devait être fait en parallèle. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons tout préparé en amont pour être opérationnel dès l'aval des autorités. Depuis le début de cette opération, plus d'une 50aine de patients sont passés par cette unité Covid. Grâce à la générosité des donateurs, matériel, oxygène et équipements ne manquent pas pour permettre aux 45 médecins et infirmières bénévoles de mener à bien leur mission. Une initiative citoyenne qui a donné des idées à d'autres élus qui souhaiteraient voir des projets similaires éclore dans leur commune. Et puis la Chine, berceau de la pandémie, de nouveau rattrapée par le virus. L'apparition de plus de 110 nouveaux cas ce mercredi a poussé les autorités à prendre de nouvelles mesures restrictives, notamment en matière de déplacement. La Chine pensait s'en être débarrassée, mais le Covid refait surface après des mois de tranquillité. Pour faire face à cette recrudescence de cas, le pays a durci ses restrictions pour les déplacements à l'étranger de ses ressortissants. Les autorisations de déplacement seront délivrées uniquement pour raisons impérieuses. Nous avons strictement limité les mouvements transfrontaliers non urgents et non essentiels du public. Nous renforcerons encore la sensibilisation et les directives et nous examinerons et délivrerons strictement les autorisations d'entrée et de sortie pour les citoyens. Nous suspendrons temporairement la délivrance de passeports ordinaires et d'autres documents d'entrée et de sortie pour les sorties non essentielles et non urgentes. Ce mercredi, 71 nouveaux cas ont été recensés, un record depuis des mois dû à la propagation rapide du variant Delta. À Wuhan, point de départ de l'épidémie à la fin 2019, le gouvernement a décidé de faire tester l'intégralité de la ville, soit 11 millions d'habitants, après avoir recensé ce mardi 9 nouvelles contaminations. Le séquençage du génome entier a également indiqué que la souche à l'origine de l'épidémie de Wuhan était le variant Delta. Des études ont montré que le variant Delta, qui se caractérise par une charge virale élevée, une transmissibilité importante et une vitesse de propagation rapide, a entraîné une augmentation rapide des cas et pose un défi exceptionnel au travail de prévention et de contrôle.
La circulation des taxis et les transports en commun ont été suspendus dans toutes les régions touchées par l'épidémie. Dans un sous-district de Pékin, les autorités ont décidé de reconfiner un quartier résidentiel. Une flambée de cas qui trouve son point de départ à Nankin, qui a déjà testé 3 fois ses 9 millions d'habitants. Mesdames, Messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci pour l'attention et à demain.